Les opérations israéliennes à Gaza, la destruction et le nombre élevé de victimes tendent à faire oublier d'autres conflits meurtriers, comme l'opération Rempart, lancée en 2002 par Ariel Sharon à Jenin, un camp de réfugiés proche de la ville du même nom, en Cisjordanie. Pendant 8 jours, des soldats israéliens appuyés par des chars et des hélicoptères vont affronter les militants palestiniens retranchés à l'intérieur du camp. Un quartier de Jenin est entièrement détruit et plus de 4000 personnes se retrouvent sans abri. Bilan final, 52 morts selon les Nations Unies. La ville est devenue depuis un symbole de l'horreur de la guerre que subissent les Palestiniens, mais aussi, plus récemment, le symbole de leur volonté de vivre et de reconstruire. Mais Jenin, c'est également un camp où, en plus de l'occupation israélienne et de la répression, deux visions s'affrontent, celle d'un peuple qui veut le progrès économique malgré et en dépit de tout, et celle d'une certaine version de la lutte armée représentée par les militants du Hamas. Cette arme qui change discrètement de main, c'est la seule que nous pourrons filmer dans le camp de réfugiés de Jenin. Les autres sont légion, mais elles sont cachées, selon certains des locaux qui accueillent leur ami. Après 1 an et demi derrière les barreaux d'une prison israélienne, il est de retour. Ceux qui continuent de tirer en l'air ne veulent pas être filmés. L'ancien prisonnier est heureux d'être libre, mais pas très optimiste sur son avenir. Il n'y a pas de travail, pas de futur. Il n'y a rien ici. Les jeunes vont en prison, ils en ressortent, ils y retournent, c'est tout. De tous ceux qui étaient emprisonnés avec moi, une trentaine en tout, aucun n'a de travail. Il y a 13 ans, l'armée israélienne a déclenché l'opération Rempart pour mettre fin aux attentats palestiniens. La bataille de Jenin a ravagé des pans entiers de la ville. Les maisons bombardées ou aplaties ont été reconstruites, mais le camp est encore loin d'être pacifié. De jour comme de nuit, les balles fusent, comme pour rappeler que le conflit n'est pas terminé. Nidal al-Shalabi a 21 ans. Jenin, il y a passé toute sa vie. Il vient d'avoir un fils qu'il a appelé Souhaib. Souhaib, si Dieu le veut, il étudiera, il grandira et il décidera de son futur. Le jeune père de famille n'a qu'une seule photo dans le salon, un cliché de lui avec son meilleur ami, le fils d'un cadre du Hamas. C'est Hamza Abu el-Hidja. Il est tombé en martyr dans le camp. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il était recherché par les Israéliens. La première fois qu'ils sont venus pour lui, ils ont tué son ami de la famille Al-Saadi. Ils sont revenus et là ils l'ont eu. Nidal nous décrit le camp de réfugiés comme étant une grande famille. Il dit que tout le monde se connaît ici, mais que c'est aussi un endroit dangereux et dénué d'opportunités. Les gens n'ont rien ici. Ils traînent, ils n'ont rien à faire, ils tournent en rond. Il n'y a pas de travail. On étouffe dans le camp. Dans chaque maison, il y a soit un martyr, soit un prisonnier ou alors un blessé. Il n'y a pas une seule maison sans un de ces trois cas. Pendant la seconde intifada, les Israéliens surnomment Jenin la capitale des kamikazes. Elle produit plus de bombes humaines que n'importe quelle autre ville de Cisjordanie. Tsahal déploie des hommes, des chars et même des avions de chasse pour la mater. Les combats ont laissé des traces sur les murs et dans les mémoires. Les amis de Nidal entretiennent la légende de cette époque grâce à des reliques, comme une voiture criblée d'impacts. Une balle ici, une autre là, une autre ici, tout ça dans la tête. Le véhicule est garé devant la maison de cet homme qui nous explique que ses deux frères sont morts dedans. Des membres des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Ils ont vécu leurs derniers instants lorsqu'ils sont tombés sur une patrouille ennemie. Ils leur ont tout de suite tiré dans la tête pour être sûrs de les tuer.
Que Dieu garde leurs âmes. Le salon familial sert de mausolée dédié aux deux frères et à leurs amis en prison ou tombés au combat. Ils ont détruit notre maison avec des bombes. Et ça, c'est le fusil que mon frère a pris aux soldats israéliens. Si Israël reste l'ennemi numéro 1, la colère populaire a désormais une nouvelle cible dans le camp, l'autorité palestinienne. Quand les esprits s'échauffent, Nidal est le seul à oser dire les choses clairement devant la caméra, alors qu'il a déjà eu des problèmes avec la police locale. Ils ne nous protègent pas. Quand les Juifs rentrent dans ma maison, s'en prennent à ma famille, personne ne me protège. Ils ne font rien. Ils les attendent. Les Juifs rentrent, tuent des gens devant nos yeux. Je n'ai pas peur de le dire. Chacun doit se protéger lui-même. Les seuls à faire face à l'ennemi et à nous protéger, ce sont les membres de la résistance. La coordination sécuritaire entre les forces palestiniennes et israéliennes, c'est le sujet qui fâche à Jenin. Tsahal mène régulièrement des incursions dans ces rues. Hors caméra, le chef de la police locale reconnaît que ces hommes reçoivent l'ordre de ne pas s'interposer lorsque les soldats israéliens rentrent dans la ville. Le colonel, lui, préfère parler du renouveau des commerces grâce à ses efforts. Nous avons augmenté le nombre de policiers dans les rues. Ça a eu un effet très positif sur le commerce en ville. Comme vous le voyez, on se déplace sans souci, tout fonctionne. Il y a une vraie reprise économique. Le colonel veut également nous montrer que lui et ses hommes sont les bienvenus dans les allées du camp. Il a tout de même pris le soin de se déplacer sous bonne escorte. Les éléments turbulents sont poliment écartés par les collègues en armes. Le message à faire passer est clair, tout est stable et le patron ici, c'est lui. Il n'y a pas très longtemps, ces jeunes jetaient des pierres sur nos forces de police. Aujourd'hui, comme vous le voyez, tout se passe bien entre la police et les habitants du camp. Un discours qui ne convainc pas les familles qui ont reçu la visite des Israéliens. Certains n'hésitent pas à accuser le président palestinien d'utiliser ces opérations pour se débarrasser de ses opposants islamistes. Des soldats sont venus arrêter le frère et le père de ce jeune homme il y a quelques jours, dans la nuit. Ils sont entrés, ils ont fouillé la maison jusqu'à ce que leur chef arrive. Il a dit « Je veux Saleh Abouzeïn et son fils Riyad. Habillez-vous et venez avec nous. » Ils les ont pris tous les deux. Avec la coordination sécuritaire, quand les Israéliens arrivent, les Palestiniens se retirent. Les Israéliens ne rentrent qu'une fois que les Palestiniens sont partis. Quand les Juifs ont fini, le lendemain matin, les Palestiniens viennent et ils arrêtent des gens à leur tour. La coordination sécuritaire avec Israël est avant tout une décision politique. C'est donc au gouverneur de Jenin que nous posons la question de son utilité. Son prédécesseur était connu pour ses excellentes relations avec l'État hébreu. Il est décédé après que des Palestiniens armés ont attaqué sa maison pour venger la mort de l'un des leurs. Les Palestiniens sont un pauvre peuple opprimé. Ils ne comprennent pas ce qu'est la coordination sécuritaire et notre implication dans celle-ci. Nous ne le faisons pas pour servir à la sécurité du peuple israélien. Nous assurons la coordination sécuritaire pour qu'un malade puisse voyager. Nous coordonnons pour faciliter le passage d'un checkpoint pour raisons commerciales ou pour ramener le corps d'un défunt. Coopérer donc en échange d'une certaine stabilité qui permet au commerce local de se développer. Par endroits, Jenin montre effectivement un nouveau visage. L'homme derrière une grande partie de cet essor, c'est lui. En l'espace de quelques années, Bachar el-Nafa a ouvert 3 centres commerciaux.
Il mise des millions d'euros sur sa ville natale, dont il dit qu'elle est idéalement positionnée. Nous sommes la ville du Nord la plus proche de la ligne verte qui nous sépare d'Israël. C'est très important. Ça veut dire que nous faisons le lien avec les Arabes d'Israël qui viennent tous ici. Un endroit pour flâner où les commerçants sont fiers de proposer des marques internationales à leurs clients. L'homme d'affaires est enthousiaste, mais il reste lucide sur la fragilité de cette évolution. Là, vous voyez la partie prospère de Jenin. Mais la réalité de cette ville est très différente. Ça, c'est juste une petite partie. Nous avons encore d'immenses besoins en matière d'économie, de sécurité contre l'occupation. Sans une paix complète et une vraie solution pour la cause palestinienne, et tant que tout le monde ne vit pas en sécurité et en paix, il ne peut pas y avoir d'amélioration durable. Bachar souhaite nous montrer un restaurant qu'il affectionne particulièrement à Jenin. On y sert des spécialités locales à une clientèle plutôt aisée. Selon lui, le meilleur investissement pour la région est une paix qui passe par l'accès au travail et à la consommation. Quand les gens ont du travail, qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils ont une vie digne, ils ne pensent pas à autre chose. Tout ce qui leur importe, c'est d'avoir une vie heureuse et normale, pour eux, pour leur famille, comme partout dans le monde. Look branché et musique du Hamas en boucle, c'est cela aussi le visage du Jenin d'aujourd'hui. Nidal a bien accès à une certaine consommation, mais elle ne l'apaise pas pour autant. En fin de journée, lui et ses amis vont rendre visite aux tombes de leurs proches. C'est le cimetière des martyrs. Tous ceux qui ont été tués par les Israéliens sont enterrés ici. Le lieu raconte l'histoire du camp, mais son présent aussi. Ceux-là, ils sont morts en 2014. Là, c'est la tombe de mon frère, Taher Abou Al-Kamel. Mon autre frère est juste à côté de lui. Ici, je pense au fait qu'ils ont été tués par les forces de l'occupation. Elles doivent être chassées de notre terre. Au nom de Dieu, j'espère que leur sang n'a pas coulé en vain et qu'il apportera le malheur aux Israéliens. Jusqu'à ce jour, les corps des jeunes du camp continuent de venir peupler ce carré. Ce père vient de perdre son unique fils. Il était pris au piège. Il est sorti avec les autres. Il a pris une balle en plein cœur. Il est mort sur le coup. Que Dieu préserve son âme. C'était l'aîné et mon seul fils. Sorti de l'actualité, mal relié au reste de la Cisjordanie, Jenin est tombé dans un certain oubli. La ville semble vouée à l'isolement. Que tu aies des rêves ou non, ça ne change rien. Celui qui naît à Jenin y restera toute sa vie. Il n'y a aucun moyen d'en sortir. Partout où tu vas, tu trouves les soldats, les checkpoints, c'est interdit de passer. La vie est dure ici. Le lendemain matin, aux abords du camp, nous tombons sur ce groupe de locaux. L'information s'est vite répandue. Une unité de Tsahal mène une incursion tout près d'ici. Au détour d'un bâtiment, les soldats de l'État hébreu finissent par apparaître. Ces confrontations parfois fatales, ces jeunes affirment en riant qu'elles sont la seule source de distraction à Jenin. La résistance, c'est nous, les enfants de la rue. Et ces incursions, ça arrive souvent? Tous les jours, ils viennent nous pourrir la vie. Ils veulent nous empêcher de vivre. Ces adolescents sont à peine nés à l'époque de l'opération Rempart. Aujourd'hui, ils sont coincés entre l'autorité palestinienne, dont ils n'attendent pas grand-chose, et Israël, dont ils ne connaissent que les soldats, les colons, et parfois les prisons.
Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.